Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes à Monaco, à la Direction Générale du Tourisme, en compagnie de monsieur Hervé Zagnotti, qui est responsable. Et nous allons parler de la principauté de Monaco. Bonjour. Merci, bonjour. Alors pour commencer, nous allons situer la principauté de Monaco dans le sud. On sait qu'elle se trouve dans le sud, bien évidemment, mais nous allons préciser où elle se trouve exactement pour les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde entier, puisque nous passons sur Internet. Alors la principauté de Monaco est un tout petit territoire. Il fait 2 km². Pour vous donner une idée, c'est une bande de terre de 3 km de long sur 800 mètres de large. C'est un pays souverain qui a la particularité d'être complètement enclavé dans le département des Alpes-Maritimes. Voilà, donc nous sommes situés tout juste entre Nice et Menton, pas très loin de la frontière italienne. Si vous le voulez bien, nous allons parler de l'historique de la principauté de Monaco. Quelle est son histoire? Comment s'est-elle créée, cette principauté? L'histoire de la principauté remonte carrément aux Grecs, aux Phéniciens. C'était un port de commerce très réputé, à l'abri justement du fameux rocher. Et l'histoire même de la principauté, on peut la remonter, la situer à 1297. C'est la date historique de la prise du pouvoir de la principauté par la dynastie des Grimaldi, une dynastie donc qui a fêté ses 700 ans. C'était en 1997 et qui continue à assurer la prospérité de la principauté. Alors, quelles ont été les grandes étapes de cette principauté? Les grandes étapes, ça a été une succession de différents traités historiques avec des alliés, puisque Monaco étant un tout petit pays, ce n'est pas une principauté de cette taille qui allait faire et défaire la grande histoire. Donc il y a eu différents traités sous Charles Quint, puis plus tard avec notamment le grand voisin français, pour que finalement Monaco assure tout le temps son indépendance et sa souveraineté. Donc Monaco, en 700 ans, a réussi à traverser quand même les grandes périodes troublées de l'histoire et a continué donc à exister. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui structure Monaco? Quelles sont les différentes caractéristiques de cette principauté? Alors la première des caractéristiques, c'est avant tout que Monaco est à la fois une ville, mais un pays également. Une ville de 30 000 habitants, qui est constituée des pouvoirs habituels d'une ville, comme une mairie, un conseil municipal, mais comme c'est également un État, vous avez un gouvernement avec un pouvoir exécutif qui est détenu par le prince souverain, pouvoir qui est appliqué par un gouvernement qui rend compte à l'autorité du prince. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Un pouvoir législatif avec une assemblée parlementaire élue par les monégasques qui compte 24 députés. Donc cette assemblée parlementaire ici s'appelle le Conseil national. Et puis vous avez un pouvoir, donc ça c'est pour le pouvoir législatif, et enfin le pouvoir judiciaire avec un tribunal qui, comme en France, applique les lois, etc. Quelle est la superficie totale de Monaco et combien y a-t-il d'habitants? Donc je vous l'ai dit, 2 km², 32 000 habitants. Il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine de nationalités représentées sur ces 2 km², puisque les monégasques eux-mêmes de nationalité ne représentent que 7 000 personnes. Après, la plus importante communauté, la communauté française, à peu près entre 10 et 12 000 personnes. Puis viennent essentiellement les Italiens. Je vous dis une centaine de nationalités. Statistique intéressante, vous avez une population active, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler à Monaco, qui est beaucoup plus importante que la population résidente. Vous avez environ 36 000 personnes qui sont salariées, employées ici en Principauté. Et tous les jours, vous avez entre 18 et 20 000 Français, 5 000 Italiens qui traversent la frontière virtuelle. Il n'y a pas de frontière marquée par un poste frontière. Il y a un libre accès entre les deux pays. Donc à peu près 25 000 personnes qui tous les jours franchissent la frontière pour venir travailler à Monaco, ce qui tend à démontrer que Monaco est vraiment un bassin économique, un bassin d'emploi important dans cette région entre Nice et San Remo.
Alors, touristiquement parlant, que fait-on à Monaco? Quels sont les points stratégiques à ne pas manquer, à visiter sur Monaco? Musées, curiosités, distractions, etc., etc. Vous avez des étapes incontournables que découvrent environ 5 millions de touristes par an. Donc vous avez toute une facette, j'allais dire, de sites attractifs qui sont, dont la renommée a depuis longtemps franchi les frontières de la principauté. Tout le monde connaît bien évidemment le musée océanographique, créé au début du siècle, dont le commandant Cousteau a été pendant longtemps l'un des éminents directeurs. Nous avons le Palais Princier qui se visite en période estivale, de mai à novembre. Vous avez la possibilité de visiter un certain nombre de grands appartements, dont la salle du trône. Tous les jours, vous avez le rituel sur la place du Palais, 11h55. Des milliers de touristes se pressent. C'est la traditionnelle relève de la garde qui est très, très folklorique, très imagée et qui fait le bonheur de tous les touristes avec caméscope et appareil photo. C'est un moment, disons, de carte postale. D'autres musées, bien évidemment, complètent un peu cette offre muséale. Il y a le jardin exotique pour tout ce qui est amateur de plantes succulentes, de cactus. Vous avez la collection de voitures du prince Régnier III, collection privée. Le prince a à peu près une centaine de voitures qui sont rassemblées dans un musée. Mais vous avez également l'occasion de découvrir des poupées, des automates au musée national, qui accueille d'ailleurs pendant de longs mois une exposition spéciale consacrée à la poupée Barbie. C'est elle qui rehausse un peu et qui modernise un peu l'image de la poupée. Vous avez également, comme autre musée, un musée naval où sont exposées de nombreuses maquettes de bateaux, le musée des timbres et des monnaies, parce que Monaco, en tant que pays indépendant, a également le privilège de battre monnaie et d'avoir sa propre philatélie, qui est d'ailleurs très prisée de tous les collectionneurs. Existe-t-il des euros monégasques? Oui, bien sûr. Monaco, dès 1999, a adopté l'euro. La monnaie est apparue, comme en France et comme dans les autres pays européens, en 2002. Donc Monaco a ce privilège de battre monnaie. Les euros monégasques sont très rares, puisque quand la France bat à peu près 500 pièces, Monaco en bat une. C'est un peu le terme de l'accord qui existe entre la France et Monaco. D'ailleurs, les pièces sont fabriquées en France, au même endroit, à Périgueux. Donc, comme ils sont devenus très rares, ils sont devenus très prisés. Et il y a une véritable un peu course à l'euro monégasque, tout comme cela existe avec le Vatican et la République de San Marino. On peut admirer en se promenant dans Monaco des parcs, des jardins, notamment autour du Rocher, ce qui met un peu de verdure dans cette vie monégasque. C'est évident que de l'extérieur, pour beaucoup de visiteurs, Monaco apparaît un peu comme un petit Hong Kong, un îlot de béton bordé par la mer. Et en fait, il faut aussi voir à plus près et découvrir que Monaco a un véritable potentiel d'espace vert. En statistique, on a à peu près 14-15 mètres carrés par habitant, ce qui en fait quand même une ville très verte par rapport à d'autres villes comme Amsterdam ou Vienne. Parce que Monaco a su cultiver d'une part des espaces préservés, des jardins entièrement reconstitués, comme le jardin de la Petite Afrique, le jardin de la Roseraie de Fontvieille, et a développé un concept de jardin en terrasse, que ce soit sur des bâtiments publics, sur les toits de certains immeubles. Chaque parcelle de béton a quelque part son îlot de verdure qui lui permet et qui permet aussi à la population de respirer. Monaco étant une ville tournée vers la mer, est-ce que vous pourriez nous parler des recherches qui sont menées sur cette faune aquatique? Il est évident que Monaco étant tourné vers la mer, a toujours eu cette vocation maritime qui forge un peu la tradition et l'histoire du pays, puisque tout est arrivé par la mer. Je vous parlais au tout début des Phéniciens, des Romains. Cette vocation maritime s'est bien sûr perpétuée. Nos richesses aujourd'hui, tout d'abord la mer pour nous c'est la possibilité d'accroître notre territoire. Monaco, ne se voyant mal déclarer la guerre un jour à la France pour gagner des territoires, a décidé de s'étendre, après l'avoir fait en hauteur, mais là il y a des limites, vers la mer.
Donc il y a un nouveau quartier, celui de Fontvieille, a été gagné entièrement sur la mer. C'est un terre-plein de 14 hectares. En tout, c'est à peu près 23-25 hectares de terrain qui ont déjà été bâtis sur la mer. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles perspectives. Il y a par exemple cette nouvelle digue qui va permettre d'agrandir l'espace portuaire, d'accueillir des bateaux de croisière. Donc vous voyez, le développement touristique, le développement économique vient par la mer. Mais cette mer, il a fallu également s'en soucier et la préserver. Et là, on peut dire qu'à l'instauration du prince souverain, du prince Régnier III, et de son aïeul, le prince Albert Ier, c'est lui qui avait fondé et créé le musée océanographique, eh bien, une politique de préservation de l'environnement a été mise en place. Alors, tout d'abord, d'un point de vue local, on a créé, par exemple, une réserve sous-marine où il est interdit de pêcher, de chasser. Donc, ça permet une évolution naturelle des espèces faune et flore marines. Et puis Monaco a fait entendre sa voix sur la scène internationale dans de nombreuses commissions, de nombreux traités, pour mettre en avant justement cette préservation de l'environnement. Quelles sont les infrastructures que propose Monaco ? En fait, vous allez retrouver toutes les infrastructures et toutes les entités d'accueil que vous allez retrouver dans les grandes villes et dans les grandes capitales. Vous avez un opéra, un théâtre, un stade. Tout est concentré sur 2 km². Alors bien sûr, ici, il y a des particularités. Vous avez par exemple à Fontvieille, où se côtoie à la fois la zone commerciale, une zone de résidence, le stade Louis II et la zone industrielle. Mais tout cela, comme il n'existe pas de superficie, est ramassé et vous allez trouver par exemple des industries en étage. Ici, on parle d'hôtels industriels au lieu des zones industrielles habituelles qui s'étendent à perte de vue dans les grandes villes. Justement, quelles sont les capacités d'accueil, d'hébergement pour les touristes qui viennent ici à Monaco ? Alors Monaco a une capacité hôtelière d'environ 2200 chambres. Particularité, les 3/4 de ces chambres sont en 4 étoiles et 4 étoiles luxe. Parce que c'est vrai que l'image de la principauté est une image de qualité, une image relativement haut de gamme. Mais vous pouvez trouver également des établissements, que ce soit hôtels, restaurants, pour toutes les bourses. C'est un peu l'antagonisme de l'image de Monaco. Vous avez ce Monaco de la jet set, de la place du casino, des belles voitures, des grands hôtels. Et puis un Monaco, j'allais dire, plus populaire, où les gens se plaisent à venir déambuler, passer une journée pour visiter justement le musée océanographique, voir la place du Palais, découvrir les petits restaurants de Monaco-Ville, de la vieille ville, etc. Ces deux mondes se côtoient aisément. À Monaco, il y a des marchés, comme partout dans la région, dans le Grand Sud. Et quels sont donc ces marchés? Que proposent-ils? Quels sont les produits régionaux locaux? Alors, on n'est pas très loin de la Provence, donc on a gardé cette tradition de marché provençal ouvert vous en avez deux à Monaco, un à la place d'Armes, qui est la place qui conduit vers justement Monaco-Ville et la vieille ville, et puis le marché de Monte-Carlo dans l'autre quartier, puisque on l'a peut-être pas assez précisé, Monaco est une seule ville. Il n'y a pas d'autres villes dans le pays, Monaco, mais il y a des quartiers. Et le plus fameux, bien évidemment, c'est le quartier de Monte-Carlo, où se situe le fameux casino, la place, les hôtels prestigieux, qui est un peu le cœur touristique de la principauté. Quelles sont les principales manifestations, les principales festivités que l'on retrouve ponctuellement chaque année à date régulière ici en principauté? Mais Monaco a développé depuis longtemps un tourisme culturel, sportif, associé à un calendrier de manifestations digne des plus grandes capitales. Il est difficile de trouver un seul week-end dans l'année, une seule semaine où il ne se passe rien à Monaco. Sur le plan culturel, cet été, je continue des concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier, une grande biennale internationale des antiquaires. Vous voyez, tous les secteurs d'activité mettent un point d'honneur à avoir leur manifestation phare qui permet d'attirer et d'accroître l'intérêt touristique de la principauté. Il y a également le fameux bal de la Rose que tout le monde connaît. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur cette manifestation, sur ce bal? Alors deux grandes manifestations, j'allais dire à la fois mondaines mais aussi caritatives, parce qu'on gomme un peu trop souvent des fois l'aspect caritatif. Vous avez le bal de la Rose au printemps, et le bal de la Croix-Rouge,
qui aura lieu cette année le 9 août. Donc dans les deux cas, le bal de la Croix-Rouge, c'est bien évidemment au profit des œuvres de la Croix-Rouge monégasque, qui intervient sur le terrain dans beaucoup de domaines sociaux, humanitaires, pas seulement en principauté, mais à l'extérieur. Dès qu'une catastrophe se produit dans le monde, la Croix-Rouge monégasque effectue des dons grâce justement à toutes ces manifestations. Et le bal de la Rose, qui, elle, est donnée au profit de la Fondation Princesse Grace, qui vient en aide à de jeunes étudiants pour leur permettre d'acquérir des bourses artistiques. Alors comment se déroule ce bal de la Rose? Qui en est l'instigateur? Le bal de la Rose, si vous voulez, au départ, donc toujours cette volonté princière, j'allais dire de mettre la notoriété de la famille Grimaldi, la notoriété de la principauté au service d'une bonne cause. Donc la famille princière associée à la Société des Bains de Mer, qui est ici la société importante, phare de l'économie monégasque, qui possède le casino et les principaux hôtels. Donc créer ce grand événement, donc le thème de la rose, donc chaque année vous avez une rose particulière, une rose sable, une rose et qui permet disons de fédérer un peu les énergies de tout le monde. Tout le monde se met un peu au diapason et vous avez une grande vedette internationale qui vient en récital pour accroître encore la renommée de ce bal avec une tombola prestigieuse. C'est vraiment une des grandes soirées, disons, de la jet-set monégasque. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la spécificité, la particularité de la principauté de Monaco? Est-ce que justement c'est cette richesse et cette jet-set qui est un peu omniprésente ici à Monaco? Est-ce que c'est un Monaco plus traditionnel? Quelle est la particularité? La particularité de Monaco, c'est que tout de suite, vous avez le sentiment d'être dans un pays étranger, dans une destination exotique. Vous êtes pourtant à une encablure du département des Alpes-Maritimes, mais ici, c'est différent. La géographie des lieux est quand même ramassée, donc de suite, vous n'avez pas ces vastes étendues. Vous avez quand même un programme de manifestation, des vedettes que vous pouvez côtoyer tout simplement dans la rue, parce que les gens aiment Monaco, parce qu'il y a une certaine discrétion, une certaine qualité de vie, une douceur de vivre, qui fait que les gens se plaisent à se retrouver ici à Monaco. Donc c'est un peu cette particularité, cet exotisme, qui fait que rapidement, quand vous venez de département assez éloigné peut-être de la Méditerranée, de suite vous avez le sentiment d'être en vacances. Le tissu associatif est très très riche ici à Monaco. Oui, justement, quand vous brassez beaucoup d'activités, quand vous avez beaucoup de personnalités, quand vous avez de nombreux rendez-vous internationaux, normalement, une vie associative va plus rapidement se développer parce que vous avez tous les facteurs pour réussir un peu ce lien et ce tissu. Et donc, c'est vrai, vous avez beaucoup d'associations qui œuvrent ou qui interviennent, que ce soit dans les domaines culturels, humanitaires ou artistiques. Eh bien, en guise de conclusion, je vais vous donner la parole. Vous pouvez donner un message fort aux auditeurs de Fréquence Évasion afin de les inciter à venir, pour ceux qui ne se sont pas encore rendus à Monaco, venir vous rendre ici une petite visite. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de dire à tout le monde qu'en ces temps un peu troublés, notamment d'un point de vue sécurité, Monaco offre une particularité et vous apporte une carte à jouer dans ce domaine. Vous pouvez venir passer 2, 3 jours, une semaine même, en découvrant tous les jours, parce que Monaco n'est pas seul, vous avez des alentours qui sont merveilleux. Dans un sentiment et quand même de grande quiétude et de grande sécurité, c'est aujourd'hui quand même appréciable. Quelle est l'utilité d'un centre des congrès? Le tourisme monégasque se partage donc entre ces visiteurs dont vous allez peut-être venir avec votre voiture. Vous avez des gens qui arrivent de plus en plus maintenant par bateau, grâce justement aux nouvelles infrastructures du port. Donc ce sont les croisiéristes. Et vous avez aussi pas mal d'hommes d'affaires qui viennent en congrès. C'est notre Monaco développe cette destination congrès, cette destination de tourisme d'affaires, grâce à un outil de premier plan qui s'appelle le Grimaldi Forum, qui est un immense centre de congrès. Et l'idée, c'est de développer et de faire côtoyer ce tourisme de loisirs, qui représente quand même 70% de l'activité touristique, et les 30% qui restent est dévolu à organiser des réunions, des congrès, des séminaires, des incentives pour des entreprises ou des grandes associations internationales qui ont besoin, une fois par an au moins, de se retrouver pour faire un peu le point de leurs activités. Juste un petit mot sur le cirque.
Oui, le cirque est une des facettes de cette activité culturelle florissante. Et ça, là encore, on rend grâce à son Altesse Sérénissime, le Prince Régnier III, qui est un amoureux fou du cirque et qui a redonné à cet art un peu ses lettres de noblesse en créant un festival qui a lieu au mois de janvier. Un festival que l'on pourrait comparer en quelque sorte aux Oscars du cinéma. Ce sont vraiment les tout meilleurs numéros du monde entier. Il y a une équipe du festival qui parcourt le monde tout au long de l'année pour rechercher les numéros qui vont faire sensation sous l'espace chapiteau Fontvieille de Monaco au mois de janvier. Il ne vous reste plus qu'à nous donner vos coordonnées afin que les auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent actuellement puissent obtenir des renseignements complémentaires et puis venir quelques jours en principauté. Oui, écoutez, aujourd'hui le moyen le plus simple de découvrir l'offre touristique monégasque et toutes les facettes, c'est peut-être le site internet de la direction du tourisme qui est très simple, monaco-tourisme.com, et un numéro de téléphone. Alors je vous rappelle que vous êtes ici à l'étranger, donc il faut faire le 00 indicatif international, puis le 377 pour Monaco, et enfin le 92 166 166 pour qu'une de nos hôtesses réponde à vos questions qui ne manqueront pas de montrer l'intérêt que vous portez à la Principauté de Monaco. Je suppose qu'en Principauté, vous avez toujours des projets. Aujourd'hui, vous savez, Monaco est un perpétuel chantier. Monaco a entamé une série de très gros travaux, donc la digue, la mise en souterrain de la gare SNCF, la seule gare en France qui est entièrement souterraine, hormis les gares RER parisiennes. Vous avez le Grimaldi Forum. Cette phase de grand chantier est terminée. Aujourd'hui, Monaco bénéficie, justement grâce à la mise en souterrain de la voie ferrée, d'une bande de 4 hectares de terrain qui va constituer la dernière opportunité d'urbanisation. Donc là, le gouvernement est en train de s'atteler à réfléchir comment urbaniser de la manière la plus efficace ces 4 hectares de terrain. Et pour la superficie de Monaco, 4 hectares, c'est énorme. Et aujourd'hui, le développement se fait dans chaque secteur économique. Bon, pour parler du tourisme, nous avons beaucoup de projets d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels qui se rénovent, qui sont en train de se transformer, de s'étendre. On va avoir de nouveaux hôtels dans des catégories un peu moins, peut-être plus inattendues. On parle pour 2006 d'un nouveau hôtel ici à Monaco. Donc ça sera un 3 étoiles de luxe, mais 3 étoiles. Parce que justement, on veut répondre de plus en plus à une clientèle plus élargie pour le développement du tourisme monégasque. Eh bien, merci d'avoir eu la gentillesse de répondre à nos quelques questions. À bientôt sur Fréquence Évasion. Merci bien, au revoir à vous. Et je vous dis à bientôt à Monaco. Fréquence Évasion.